Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de poursuivre notre série sur la Corse en partant à la rencontre de Christine, productrice de farine de châtaigne de Corse dans le village de Felce, situé dans la région de Castagniccia. Après 45 minutes de voiture sur les routes sinueuses dont seule la Corse a le secret, nous voici arrivés tout en haut de la montagne où vit Christine. Ici encore, on a passé un moment incroyable. On a été accueillis par toute la famille et on a eu la chance de partager l'après-midi avec eux. En Corse, le châtaignier est précieux et presque de l'ordre du symbole. Il dessine le paysage depuis des millénaires et a permis de nourrir la population pendant de longues années. On l'appelait d'ailleurs l'arbre à pain. La population d'hier et d'aujourd'hui y est extrêmement attachée. Pourtant, tout a failli basculer en 2014 lorsqu'un insecte ravageur est venu anéantir toute la production de châtaignes. La récolte est descendue au niveau 0 et a mis presque 10 ans avant de se relancer timidement l'année dernière. Christine et ses fils ont donc dû faire preuve d'inventivité pour survivre à cette traversée du désert. Ils ne se sont pas laissés abattre et ont décidé de transformer le peu de farine de châtaigne qu'ils avaient en gâteau, d'ouvrir un magasin de producteurs sur leur exploitation avec tout un tas de produits corses et ils ont même récemment ouvert un site e-commerce qui livre partout en France. On vous met le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais je laisse Christine nous raconter cette aventure pleine de rebondissements. Bonne écoute! Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Je suis hyper contente d'être en Corse déjà. Et puis là, vous m'avez emmenée très haut dans les montagnes. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors, je m'appelle Christine Béreigne. J'ai une exploitation de castanéicole, transformation, et je fais de la farine. Et là, vous êtes dans la Castagniccia et plus précisément dans la vallée de la Lézagne et à Felce. À Felce. Et on est dans votre jardin sous... Voilà, on est dans le jardin avec les châtaigniers, tout ça, voilà. La source. On est bien. Voilà, alors, quel a été le déclic pour vous d'être castanéicultrice ? Tout simplement, c'est le hasard, suite... mon mari, lui, était agent EDF, et puis il était de la région. Et pour des raisons familiales, on est rentré au village. Et de là, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter une exploitation châtaigne, qu'il connaissait lui déjà par familial. Et moi, je me suis formée et j'ai lancé mon exploitation. Et je crois qu'il ne faut pas le dire trop fort, mais vous n'étiez pas originaire de Corse. Pas à la du base, tout. rien ne vous destinait à faire de la production de châtaigne. Pas du tout, voilà, exactement. Moi, je suis née à Marseille, je ne suis pas corse. C'est mon mari qui était vraiment de la région, puis du village. Mais cela n'empêche pas, voilà, c'est les aléas de la vie, voilà, exactement. Et des vacances, non ? Et des vacances. Des vacances en Corse, voilà. Qui ont fini leur route en Corse. Voilà, exactement. Et alors, est-ce que vous pourriez nous décrire votre exploitation ? Combien d'hectares vous avez ? Ce que vous faites ? Bien sûr. Alors, c'est une petite exploitation, puisque je fais partie d'un groupement des castanéiculteurs et plus ou moins, il y a des grosses exploitations petites. Moi, ce n'est pas le cas. C'est une exploitation qui a 4 hectares de châtaigniers, dont 2 qui sont exploités. Et donc, on fait la farine, précisément. Et puis après, une partie de ma production est transformée en pâtisserie, en confiture, voilà. Du coup, vous maîtrisez la chaîne de A à Z. Voilà. Ah oui. Là, on maîtrise la chaîne de A à Z. On nettoie les châtaigniers, on entretient l'arbre, après on ramasse, on sèche, on trie. La seule opération que je ne fais pas, c'est quand les châtaignes sont sèches, on va les emmener chez le meunier. Alors là, c'est quelqu'un qui est un castanéiculteur et qui, lui, maîtrise bien la mouture. Voilà. Oui, et qui transforme la châtaigne en farine. Voilà, exactement. Vous dites « on » c'est qui est derrière ce rang ? Parce que c'est une petite exploitation, mais on travaille en famille. Voilà. Je travaille avec mes 2 enfants. Depuis tout petit, ils ont été habitués à travailler. Ils connaissent, voilà. Même s'ils ont chacun leur activité, mais ils me donnent un coup de main. Et qui sait, ça sera aussi la transmission, parce que dans quelques années, je leur laisserai la place. Une retraite bien méritée. Voilà, exactement. Comment vous répartissez le travail entre tous les 3 ? Alors, tout simplement, c'est vrai que moi, c'est vrai que
je gère encore la transformation du produit. Mais c'est vrai qu'un de mes fils, il va s'occuper plus bien sûr, de l'entretien des châtaigniers, tout ça, parce qu'il était lagueur. Et lui, il a une formation agricole. Et après, il m'aide bien sûr dans toute la transformation de la farine, pour faire la farine. Et mon autre fils aussi participe beaucoup, bien sûr, à la transformation. Mais lui aussi, il est un peu plus dans tout ce qui est développement et gestion de l'entreprise. Oui, parce qu'il faisait autre chose avant, je crois. Voilà, lui, il a un cursus, comment dirais-je, hors agricole, voilà, au hors démarrage. agricole, voilà, et qui a permis maintenant de bénéficier de ses formations. Très bien, du coup, vous êtes complémentaires. Voilà, exactement. Et alors, j'aimerais bien que vous nous parliez du châtaignier. Mhm. Combien de temps ça vit un châtaignier? C'est quoi ses caractéristiques? Alors le châtaignier, il faut savoir que le châtaignier, c'est la période génoise où on a ces arbres qui ont été plantés. C'était il y a combien de temps, la période génoise? Du 14e au 18e siècle. Ah oui. Voilà, c'est la période qui est là où ils ont imposé la plantation de châtaigniers, parce que le Corse était un éleveur et un cueilleur. Et il est devenu arboriculteur. Il y a énormément la castaniche, ce qui a formé la castaniche. Il y a énormément de monde, donc les gens avaient parce qu'ici, on ne compte pas en hectares, on compte en pieds de châtaignier. Non, mais ça, c'est incroyable. Voilà. Non, mais qu'on comprenne bien, vous me l'avez raconté, quand on fait des papiers, compliqué. on ne dit pas qu'on a une ferme de tant d'hectares, Non. mais qu'on a tant de châtaigniers. Tant de châtaigniers, voilà. C'est un peu comme voilà. Les papiers de la PAC, ça doit c'est être compliqué, pratique, ça. c'est compliqué, voilà. Mais bon, on y arrive, petit à petit, on y arrive. Mais le châtaignier, voilà, c'est un arbre qui met du temps. Il y faut du temps, c'est-à-dire que il va produire vraiment, il va être à son apogée. Il a plus de 100 ans quand il va être à son apogée Mais après, c'est des arbres qui produisent bien. Mais après, c'est un verger, il a besoin d'être nettoyé, élagué, vraiment, voilà. Et il va vivre dans le temps. Nous, nos châtaigniers ont plus de 200 ans et voilà, Ouais, ils c'est sont encore là. Hein. Ce sont des anciens qui l'ont planté. Oui. Et voilà, on est sûr. Et nous, on fait pareil maintenant aussi. On pense à replanter, à greffer pour les générations futures. Oui, parce qu'il faut renouveler les arbres. Parce que j'imagine que même s'ils durent très longtemps, il y a un moment où ils n'ont pas une durée de vie éternelle. Exactement, non plus. c'est ça. Il faut absolument faire cette continuité, parce qu'il y a tout ce travail qui a été fait pendant des siècles, parce qu'on a une variété vraiment spécifique à Lille, hein, parce qu'on a un AOP, on a vraiment aussi travaillé sur la châtaigne, sur la façon de travailler. On a tout vraiment bien structuré la filière. Et voilà, donc bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Combien de kilos de châtaigne produit un châtaignier quand il a sa pleine production? Dans la logique, on dit qu'un arbre donne en règle générale 70 kilos. Mais après, dans chaque propriété, vous avez des arbres qui sont exceptionnels. Nous, on a des arbres qui sont à 100, 150 kilos. Et même, il y en a un qui, avant, bien sûr, ce qu'on pourra développer un petit peu après, avec l'histoire du cynips, qui a été vraiment le souci. C'est un arbre qui est arrivé jusqu'à 300 kilos de châtaigne. Voilà. Mais c'est exceptionnel, bien sûr. Voilà. Et combien de temps il met avant de tourner à plein régime? Il faut qu'il ait 120 ans au moins qu'il tourne. C'est incroyable. Il faut du temps. C'est-à-dire que les arbres que vous plantez maintenant, c'est presque dans 2 générations qu'ils auront le résultat. Voilà, exactement. Voilà, au fil des temps. Ouais. Et alors, est-ce que c'est un arbre qui demande beaucoup d'entretien? Au départ, oui, il a besoin on enlève comme un arbre fruitier, comme un cerisier, un pommier. Il a besoin, qu'on le structure, D'abord, ce sont des variétés ce sont des arbres greffés, hein, qu'on a des variétés vraiment pour faire la farine, mais vraiment qui ont été sélectionnées pendant des siècles. Hein. Et il faut enlever les gourmands. Vraiment, voilà, il y a très peu d'entretien. On a une terre tellement riche qui est vraiment, le sol est vraiment disposé pour qu'il puisse se développer, tout ça. Donc voilà, c'est de l'entretien. Et le renouvellement des arbres, est-ce que vous en replantez de zéro? Vous greffez? Comment ça se passe? Voilà, c'est ça. On a sur la propriété, on sélectionne les variétés qui nous intéressent. On prend des greffons et on greffe sur du bâtard. D'accord. Voilà. Et après, maintenant, avec le groupement, on a lancé des plantations. On peut avoir des plants.
Voilà. Ok, Donc, des plants qui sont développés en pépinière. Qui sont en pépinière et sur nos variétés locales, parce qu'on reste sur les variétés locales, et surtout pour la farine, puisque c'est dans notre cahier des charges. Et on a la possibilité de faire de la plante, de replanter. Très bien. Et après, il faudra attendre encore quelques temps. Il faut attendre au moins 20 ans pour qu'il fasse 20 kilos de châtaigne. Voilà. Oui, ce qui est rien voilà, du tout par rapport au plein régime. Voilà, petit à petit. C'est fou. Et je vais vous poser la question de l'auditeur directement au début Oui. d'interview. D'habitude, elle arrive plus tard, mais là, s'y prête bien. C'est Anne qui vous demande est-ce que le châtaignier est exposé au changement climatique et si oui, comment vous le protégez? Alors, le changement climatique, c'est bien sûr que c'est les saisons comment dirais-je, maintenant on passe du chaud au froid. On a les saisons intermédiaires comme l'automne et le printemps, c'est plus pareil. Et c'est sûr que là, il faut gérer l'histoire de l'eau, surtout la sécheresse. Même si l'arbre c'est un arbre qui est robuste, qui vraiment résiste, il va falloir se poser, quand il y a eu vraiment des périodes de sécheresse vraiment intenses, il va falloir se poser l'histoire de l'irriguer, de trouver une solution. Voilà, c'est surtout là-dessus, c'est surtout le problème sur le recours à l'eau. Et le problème aussi, c'est que on a des hivers doux et on manque les périodes neigeuses. Voilà, qui vont faire la réserve d'eau. Ah, parce que le châtaignier se plaît en hiver quand il y a de la neige. Il faut un peu cette coupure vraiment comme tout arbre fruitier. Il a besoin de la coupure en hiver, il stoppe. Qu'au printemps, après, il faut qu'il ait de l'eau, qu'il faut qu'il ait de la chaleur pour qu'il puisse redémarrer. C'est ça le souci. Très bien. Merci pour votre réponse. Écoutez, je vous propose qu'on poursuive à l'intérieur pour parler de la châtaigne, de la farine, du cynipe qui a décimé toute la filière. C'est un vaste programme. À de suite. À tout de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur. Où c'est qu'on est ici? Alors là, c'est mon atelier. C'est la partie où je produis, où je transforme. Ouais. Et vous faites quoi? Alors là, bon, bien sûr, la période de farine est terminée. Et là, j'attaque tout ce qui est la fabrication de biscuits. D'accord. Ok. Qu'on voit sur la table et que j'ai eu la chance de goûter, qui sont excellents. Et on donnera le site internet à la fin pour que vous puissiez passer commande, puisqu'on peut, même quand on est en métropole, comme vous dites ici, donc en France, pour nous, les citadins, on pouvait le commander sur Internet. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle justement de la châtaigne. C'est quoi les grandes saisons de cette production? On commence à nettoyer le châtaignier fin août, pour nous. Quand c'est nettoyé, on pose les filets. Comme ça, pour le ramassage, c'est beaucoup plus facile puisque nous avons une variété de châtaignes à maturité. La bogue, elle s'ouvre et la châtaigne tombe. D'accord, c'est une chance que vous n'ayez pas besoin d'ouvrir la bogue pour récupérer la châtaigne. Voilà. Parce que ce sont des arbres qui sont énormes, ils sont très grands, on ne peut pas les gauler, non. Et les bogues et les feuilles restent un peu en hauteur et puis on récupère. Alors après, nous avons un souffleur. On souffle le peu de feuilles et on referme les filets et après on les met en sac et on les monte. Ok, qu'on comprenne bien, du coup les filets ils sont au sol et donc en fait un peu relevé pour que la châtaigne, quand elle va vers le fond, donc on les remonte un petit peu. Oui, parce que c'est très en pente. Donc, voilà, c'est très en pente. Si jamais ils n'étaient pas relevés, la châtaigne juste elle roulerait jusqu'en bas et pas dans les filets. Exactement. Très bien. Et après du coup vous avez un laps de temps assez court pour ramasser la châtaigne avant que la bogue tombe. Voilà, exactement. Donc, quand on a posé les filets, c'est en septembre. Nous, on va ramasser nos châtaignes pour la lésagne fin octobre, début novembre. D'accord. Que l'orée, ça va commencer le 15 octobre. Ok. Voilà. On a 15 jours de décalage. Ok, lié à la variété. Voilà, exactement. Quand après elles sont ramassées, on a un séchoir à air pulsé qui est ici. On a le séchoir traditionnel. Alors on vous dit les clés, nous on appelle ça des rillettes. On met nos châtaignes, on met le feu à l'intérieur, en bas. On a un gros poêle à bois. Ça, c'est le système traditionnel. Après, il faut tourner les châtaignes. C'est un travail fastidieux. Nous, on s'en sert comment dirais-je, pour aller plus vite, de stockage. Oui, d'accord. Quand après les châtaignes sont rentrées, on est un peu tranquille. On allume un peu le feu, mais après on a ce séchoir à air pulsé. Donc c'est des compartiments, on met les châtaignes. 7 jours de séchage, on n'a pas besoin de les tourner ni rien, à différentes températures. Les châtaignes sont sèches. En une semaine, elles sont sèches. D'accord. Quand elles sont sèches, après on les bat. On enlève les 2 peaux. Une décortiqueuse qui enlève la grosse peau, mais la petite peau. Quand on a fait cette opération,
Après, on va les trier. Donc, on a des gros tamis qui s'appellent les cirnelli. Et on enlève. Alors là, il faut enlever tout ce qui est déjà tout abîmé, toutes les abîmés, les pourris, tout ça. Celles qui ont la deuxième peau, que des fois la lésine, c'est amer, il faut absolument qu'il n'y en ait plus. Ça, on va les repasser à la chaleur, les rebattre pour vraiment bien enlever cette deuxième peau. Quand elles sont triées, tout ça, c'est des châtaignes qui vont aller chez le meunier. Mais avant d'aller chez le meunier, on fait une opération. Dans les séchoirs traditionnels, il y a un four où on faisait le four à pain, four à bois, qu'on chauffe bien, vraiment qu'il faut qu'il soit vraiment très très chaud. Alors là, j'ai un thermomètre qui me dit qu'il est à 300 degrés, il faut qu'il descende à 80 degrés. À 80 degrés, je mets les châtaignes, je ferme et je laisse refroidir le four. Et ça va donner le goût biscuité à la farine. D'accord. On biscuite le fruit. Au bout de 5 jours, quand on récupère ces châtaignes, et là, je vais chez mon collègue qui va me moudre ma farine. Ok, et du coup, la farine arrive à quel moment? Alors nous, pour moi, début décembre. D'accord. Voilà. Alors ça veut dire que le laps de temps, quand on commence à les ramasser en octobre, le séchage, tout ça, début décembre, ça c'est la période de cueillette. Mais la période de cueillette, tout ça, la farine, parce que ce sont des lots après que nous faisons. On peut aller jusqu'à... moi, je vais jusqu'à janvier, février, quand c'est une bonne année. Là, en décembre, j'avais terminé. Mais mes collègues arrivent jusqu'au mois d'avril. Voilà. Le séchage peut aller jusqu'au mois d'avril. Ça rentre dans notre cahier des charges. D'accord. Vous parlez de cahier des charges parce qu'il y a une AOP, farine de châtaigne de Corse. Ouais, farine de châtaigne de Corse, farine castanine. Pourquoi vous avez voulu faire cette AOP? Et pourquoi vous avez voulu vous intégrer dedans en tant que personne? C'est parce qu'on a fait le choix, parce qu'on cherchait. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui faisaient pas leur travail correctement. Il y a des gens qui... Vous savez, il y a toujours des gens qui trichent. Hein. Donc là aussi, il y a une petite histoire de gens mal intentionnés qui faisaient rentrer de la farine italienne et qui mettaient dans des belles boîtes en farine corse. Alors vous savez qu'on est une région où on aime bien, on laisse pas faire, même si c'est des Corses qui font, ça ne nous convenait pas. On a décidé vraiment de protéger le fruit et surtout de protéger aussi le consommateur. Il sait que quand il achète cette farine, c'est de la farine corse. C'est pas de la farine venue d'ailleurs. Vous nous parlez de la farine italienne. Qu'est-ce qui fait la différence entre la farine de châtaigne corse des autres farines de châtaigne? Comment dire, c'est un produit d'excellence. Nous, quand on fait de la farine, on fait de la farine avec des châtaignes sélectionnées et tout un savoir-faire qui a été mis, on a choisi l'AOP. Les Italiens il y a quelques régions où ils font de la farine, mais très peu, parce que la plupart, ils produisent d'autres produits comme les marrons glacés, ils font beaucoup de châtaignes comme des légumes, tout ça. Donc, automatiquement, ils ont perdu, ça devient un sous-produit. Ouais. Et c'est vraiment une farine qui c'est pas un goût intéressant et puis elle est pas propre. C'est pas, c'est un sous-produit. Voilà. Oui, parce que vous, vraiment, la production de châtaigne, elle est destinée à faire la farine de châtaigne et rien d'autre. Voilà. Et puis on est vraiment, même des régions françaises, on est la seule région française qui a ce truc-là. Après, c'est vrai qu'avec les Ardèche, tout ça aussi, hein, ils font beaucoup de produits dérivés, mais aussi ils font de la farine de châtaigne. Ils ont un AOP qui va jusqu'à la farine de châtaigne, mais qui n'a rien à voir aussi. En toute objectivité. Ah oui, en toute objectivité. Et alors, la farine de châtaigne a un intérêt qui est très à la mode, c'est qu'elle est sans gluten. Voilà, exactement. La farine, alors, c'est vrai, elle en est dépourvue. Alors maintenant, bien sûr, c'est à la mode, les gens, le gluten, mais il y a énormément de gens qui sont allergiques au gluten. Puis, elle est agréable, on peut la manger comme ça, hein. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai que la tradition, c'est toujours en cuisine, c'est toujours de l'eau et de la farine. Hein. On fait la polenta, comme font les Italiens avec le maïs, qu'ils appellent la polenta. On fait les nicches, qui ressemble un peu à ce que fait les Bretons avec le sarrasin, les galettes de blé noir. Hein. Et voilà, ça, c'est vraiment la tradition. Mais c'est vrai qu'après, pour que la farine puisse continuer et qu'on puisse développer encore ce produit et qu'elle rentre dans l'alimentation de tous les jours aussi, hein, j'ai imaginé en pâtisserie. Voilà. Ouais. Et là, bien sûr, je la coupe avec du blé pour avoir quand même une texture qui soit plus facile aussi à... Oui, parce que la farine de châtaigne a un goût fort, non? Oui, voilà, c'est ça. En plus, on connaît nos produits. C'est vrai que la farine de châtaigne a un goût très fort. Et le fait est qu'elle en est dépourvue.
fait de gluten fait que les gâteaux sont quand même... il faut que ça soit agréable aussi. On ne peut pas manger... C'est dur, c'est de la pierre, voilà, donc c'est ça. Ouais, il faut un peu de farine de blé avec. Exactement. Très bien. C'est pour ça qu'en Corse, on ne fait pas de pain à la farine de châtaigne. C'est vrai. Pourtant, on l'appelle l'arbre à pain. C'est vrai. Et vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que le châtaignier, c'est plus qu'une histoire de production, c'est vraiment, ça fait partie c'est d'une civilisation. Hein. Il accompagne l'homme de son berceau jusqu'à son cercueil. Voilà. Et avec le châtaignier, on mange, on se chauffe, on fait des maisons. Voilà. On a vraiment un rapport très particulier avec le châtaignier. Oui, il faut l'entretenir. Et arbre à pain, parce que notamment, il se nourrissait, c'était le pain de l'époque. C'est le pain de l'époque, voilà. Mais on ne fait pas de pain. On plantait le blé, on faisait le pain avec le blé qu'on plantait en montagne. Hein. Ça se faisait. Et alors justement, vous venez de nous le dire, il y a un attachement très fort des Corses à leurs châtaigniers. Ces châtaigniers, ils ont failli, ou en tout cas la production de châtaignes a failli disparaître. Tout à fait. Vous en sortez à peine. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui s'est passé ? En 2 mots, je vais vous raconter. Prenez votre temps. C'est hyper intéressant et je trouve que ça mérite d'être partagé. Alors, le châtaignier, c'est vrai que depuis des lustres, il a eu beaucoup de soucis. Mais là, ça a été vraiment le summum. C'est la venue de ce parasite qui s'appelle le cynips, qui, il y a une dizaine d'années, nous a fait perdre en production. Et là, ça a été vraiment un souci parce que ça ne tue pas l'arbre, mais ça le met ça joue sur sa production, voilà. Et ça a été une grosse épreuve, mais toujours pareil, je parle toujours du groupement, mais c'est là qui nous a permis de pouvoir trouver la solution. Hein. On a mis son prédateur qui s'appelle l'Autorimucin indis et qui, au bout de tant d'années, nous a comment dirais-je, cette année, on a retrouvé de la production. Donc voilà. Le CNIP, il est arrivé d'où et comment il agit sur la production de l'arbre ? Alors, tout simplement, c'est que ça vient de Chine, parce que là-bas, c'est là où il y a plus de châtaigniers. Et comme maintenant, on se déplace beaucoup, c'est la mondialisation, hein, au fil des ans, c'est-à-dire que dans les années 1954, il est arrivé au Japon. Des Japon, il est arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Après, en Italie en 2001, 2006 pour la Sardaigne et 2009 pour nous. Et après 2014 pour toutes les régions françaises. Tout simplement parce il est arrivé avec des... Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, tout ça, les pays d'Asie, le Tauremus et le cynips vivent ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc le prédateur du cynipe et le cynipe, coup, ça se régule. Ça se régule, il n'y a pas de souci. Mais nous, par contre, c'est un parasite qu'on ne connaissait pas. Non, rien. Et vu que c'est tout simplement, quand les arbres... Il y a beaucoup d'hybrides qui sont rentrés dans ces pays. Et en même temps, c'est comme ça. L'arbre arrive, il est nu. Hein, et quand il va débourrer, au lieu de sortir le bourgeon qui va donner un châtaigne, on a une gale. Et dans cette gale, il y a le cynips. Et après, il se développe à grand V. Hein. C'est-à-dire que ce parasite, le cynips, ce sont que des femelles. Elles sont autofécondes. Et c'est des micro-guêpes. Hein. Sans femelles donnent sans femelles. Et ça ne mange pas. C'est juste pour comment dirais-je, pour se reproduire. Donc en fait, on ne peut pas tuer les mâles reproducteurs, on ne peut pas leur donner un truc à manger qui les tue. Exactement. Donc, j'imagine comment ça s'est passé. Vous êtes trouvés démunis quand c'est rentré en Corse, non ? Voilà, c'est ça. On s'est trouvés démunis. Après, on est une région où on est... Et puis, toujours pareil, j'en reviens toujours à mon groupement. On réfléchit, on est allé voir les Italiens, voir ce qui se passait, comment, tout ça. Et on a pris un peu de leurs idées, une chose et l'autre, et on a mis en place pour essayer de pouvoir s'en sortir pendant quelques temps et d'attendre. On savait que ça allait, au bout de 8 ans, les effets de l'autorimus sur l'équilibre allait se faire. Et après, on pouvait redémarrer, voilà. Mais pendant ce temps de moins d'une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on attend ? Et on a mis en place, on a trouvé des financements, on a pu acheter de l'autorimus, on a fait nos lâchers, qui nous a permis d'arriver là. Maintenant, cette année, je recommençais à produire. Voilà. Le financement, vous l'avez trouvé auprès de qui pour lutter contre cette maladie ? Parce que j'imagine la production de châtaignes de Corse, c'est relativement petit en voilà, volume. c'est je ne sais pas si ça intéressait beaucoup de monde. Pas du tout. Vous avez dû vous débrouiller par vous-même. Voilà, exactement. On s'est débrouillé par nous-mêmes. On a fait une souscription. Comme le châtaignier a
a une valeur très importante pour les Corses. Et symbolique, a fait que tout le monde a essayé de participer, nous a donné. On a récolté pas mal d'argent. Après, il y a eu les institutions, on a eu des entreprises qui ont aussi bien favorisé et on a pu avoir pas mal on a récolté pas mal de sous. Combien? On a le droit de savoir? Ça serait je ne sais pas c'est au juste, mais c'est vrai que dans presque 300 000 euros, on a dû, avec tout confondu, avec après bien sûr les officiels, tout ça, voilà. Et cet argent, il a été utilisé à quoi? À acheter le prédateur? On va acheter le prédateur. Vous l'avez acheté d'Italie, du coup? D'Italie, parce que c'est là-bas le laboratoire qui faisait... Donc vous avez dit, on veut tant d'insectes. Tant de lâcher, pour les régions concernées, voilà. Et on est arrivé. Après, cet argent aussi a été destiné pour des plantations, pour beaucoup de choses. Et les lâchers, comment ça s'est organisé? Parce que j'imagine qu'il faut beaucoup de coordination sur le territoire. Oui. Énormément de coordination. C'est-à-dire que quand, au printemps, il y a tout le moment du bourgeon, au stade du bourgeon, qui va donner le top pour faire le lâcher. Donc, on a formé des équipes dans tous les secteurs, comme chez moi ici. Par exemple, la Castaniche, Lorette, c'était une autre personne. Moi, avec d'autres personnes, comment on appelle ça? Des sortes de contrôleurs de bourgeons, un arbre, on calculait. Or, pour les 9 communes, moi, j'avais 2, 3, 4 personnes qui me donnaient leurs indications. Après, je les transmettais à ma collègue. Et après, tel jour, par exemple, le dernier qu'on a fait, il y a 2 ans, je crois que c'était en mai, le 9 mai ou quoi. Là, les Italiens arrivent le matin. Par bateau? Par bateau. Avec les insectes. Avec les insectes, dans des grandes boîtes. On pourrait faire un roman avec votre histoire. Ah oui, carrément, on peut écrire. Et après, là, chaque personne, alors la Corse, vous savez que bon... vous l'avez vu, nos routes, tout ça. Chaque viennent et prennent de leur secteur, prennent tant de fioles avec une centaine de femelles et 70 mâles dans un secteur. Et il faut que, quand on a, par exemple, on récupère à 8 heures, il faut au moins à midi que tout soit lâché. J'imagine qu'il y a des distances à respecter entre les lâchers. 2 kilos, ouais, il fallait, nous, on l'a fait tous les 2,5 km. On a fait les lâchers. Voilà. Et tous d'un coup. Voilà. Il fallait que tout le monde... on était des gens sérieux, on savait, on n'allait pas faire un truc vraiment... Non. Parce que ce sont des bestioles qui sont vivantes. Voilà, donc après... et on voit le résultat, qui est long, tout ça, mais ça y est, ça commence à faire son effet. Après ces 10 ans de CINIP, est-ce que le nombre de producteurs de châtaignes a diminué ou est-ce que finalement tout le monde a été sauvé? Non, alors nous, les entreprises sont restées à flot. Ce qu'il y a aussi, on avait fait la démarche aussi de ne pas installer de jeunes en castaniculture. Il n'y a aucune personne pendant ce temps-là qui a été installée en première, disons, parce qu'on disait que ce n'était pas la peine de les installer puisqu'ils risquent sans revenu ou rien. Alors nous, voilà, là, ça va redémarrer les exploitations en castaniculture propre, mais longtemps, voilà. Donc tout le monde a passé le cap. Oui, nous, voilà, on s'est débrouillé, on a passé le cap. Il n'y a pas eu de fermeture. Mais ça va être ma minute économie, mais est-ce que vous pouvez nous dire combien vous produisiez de châtaignes avant le CINIP et à combien vous êtes descendu l'année la plus basse? Voilà. Alors, tout simplement, avant le CINIPS, moi, je faisais 1 tonne 5 de farine et il faut ramasser 6 à 8 tonnes, au moins 6 tonnes de châtaignes fraîches. Parce qu'il faut compter au moins 4 kilos de châtaignes fraîches pour 1 kilo. Alors, vous voyez, voilà, tout dépend. Ouais, c'est 4 fois plus de châtaignes. Voilà, exactement, pour arriver à avoir ce produit d'excellence aussi. Parce que si vous ne triez pas, mettez tout, vous avez, voilà, c'est vite fait. La première année du CINIPS, on a fait 350 kilos, je crois. Après, je suis tombée à 0. Voilà, j'étais en train de calculer. C'est rapide. 0, voilà. 0. Ah ouais, vous avez vraiment tout perdu. J'ai tout perdu. Et du coup, j'imagine, dans ces moments-là, vous vous sentez démunis. Comment vous avez fait pour passer ces 8 ans sans production et d'autant plus que vous êtes 3 sur l'exploitation?
De soi-même, déjà, on essaie de négocier avec les institutions sur nos cotisations, sur ci, sur ça. Bon, ça, c'est à titre individuel. Mais par contre, on avait vu les Italiens, ce qu'avaient fait les Italiens chez eux pour pouvoir aider les personnes à la production. Hein. Et on a une assemblée territoriale et on a un service qui s'appelle l'ODARC, un office de développement rural, et qui nous a permis, avec le travail de l'AOP et tout ça, on a défini une certaine somme d'argent qui a permis de dire au moins Alors, nous, on a la chance aussi qu'il y a des gros producteurs, il y a des petits, mais on essaie d'être tous au même niveau. Voilà, on laisse personne au bord de la route, voilà. Et on a essayé de pallier disons, qu'on puisse avoir une aide qui nous permette d'un peu de tenir un peu la tête hors de l'eau. Et après, chacun a essayé de dire qu'est-ce que je peux faire. Alors moi, ça a été le développement de confits, de fruits, de cédras, de confitures. Vous avez diversifié les produits que vous vendiez en boutique. Exactement. Vous n'avez plus de farine de châtaigne. J'ai plus de farine de châtaigne. Alors j'ai un de mes fils qui a un peu plus calculé toutes mes recettes de gâteaux pour essayer d'économiser de la farine de châtaigne, mais tout en gardant toujours le produit identique. Et après, j'ai développé d'autres produits, en attendant et on ne savait pas si ça allait marcher ou pas marcher. Mais on y est arrivé. Vous avez reçu combien d'aides par an ? Alors, ça dépendait des exploitations, le nombre de châtaigniers où on était, le temps de châtaigne, temps de farine, tout ça. Alors moi, c'est une petite exploitation, c'était dans les 6 000 euros. Ouais. C'est quand même pas beaucoup. C'est pas grand-chose. À 3 voilà. pour l'année, quoi. Mais bon, après, c'est peu, mais après, on cherche autre chose, on cherche d'autres. Vous êtes mis en mode survie en attendant que l'orage passe. Exactement, voilà. Et alors là, ça y est, les résultats sont encourageants depuis un an. Voilà, depuis un an. On a refait un peu de farine. On a ramassé pas mal de châtaignes. On a ramassé quand même 2 tonnes sur la parcelle des 30 arbres. Et sur les 2 tonnes, on a beaucoup trié puisqu'on n'a fait que 350 kilos de farine. Mais on est content. C'est déjà un démarrage. C'est très bien. C'est une reprise. Voilà, c'est une reprise. C'est encourageant. Voilà, c'est encourageant. Ensuite, ça va être la fin de la Minute Économie, mais je voulais discuter avec vous aussi de votre fils nous raconter que le foncier, c'était compliqué ici. Très compliqué. Et que si vous vouliez agrandir votre exploitation en achetant d'autres châtaigniers, fallait s'armer de patience. Vous pouvez nous raconter un peu ça au micro pour en faire profiter les auditeurs ? Alors, vous savez, le souci encore, c'est le foncier. Le problème, c'est que les partages se font difficilement, donc ça fait qu'on se retrouve avec des terrains à l'époque qui étaient tout à fait normal. Les gens vivaient de la châtaigne, étaient nombreux, donc on comptait, comme je vous dis, on compte en pieds de châtaigniers. Maintenant, c'est un casse-tête. La moitié ne sont pas partagés. Les maisons commencent à s'arranger, mais les terrains, c'est pas possible. Parce qu'il y a un problème de découpage du terrain déjà qui n'est pas très clair par châtaignier. Voilà, c'est ça. Alors donc après, nous on sait où sont nos châtaigniers, tout ça, on connaît tout ça. Mais le problème, c'est que les gens, on n'arrive pas à trouver les propriétaires et ils se trouvent nombreux sur la même parcelle. Oui, parce que alors c'est le fait de l'indivision. C'est-à-dire qu'encore, les successions sont pas faites. Donc ça veut dire que quand un grand-père malheureusement décède, ça appartient par exemple à ses 3 fils, qu'ensuite ça appartient à ses 6 petits-enfants. Puis c'est même beaucoup plus loin, c'est qu'on peut avoir les cousins. Ce qui fait que quand vous voulez racheter un terrain, il faut convaincre 15 propriétaires. Voilà, exactement. Bon, vous n'êtes pas rendu pour agrandir l'exploitation. Non, mais c'est ça le souci. Alors par contre, il y a des ASL qui se mettent en place, et des regroupements que eux ont fait ce travail-là, mais après ça coince parce que après ces institutions, il faut pour les remettre en état, voilà. Bon, on espère, mais c'est compliqué. Maintenant, un jeune qui veut s'installer, il pourrait pas parce qu'il n'y a pas le foncier. Oui, il faudrait qu'il convainque tous les propriétaires d'une parcelle de lui. Parce qu'il faut un bail au moins. Il faudrait un bail. Ouais, en location. En location. Il faut une location. Parce que ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas dire demain. Avant, il y avait la parole aussi. C'est-à-dire que demain, vous avez ce terrain-là, oui, il y a la parole, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Mais si cette personne décède, que c'est le fils, il dit non, moi, il n'y a pas de parole ou quoi, voilà, il n'y a pas de papier. Mais s'il y a quand même une location ou quoi, c'est moins. Voilà, exactement. Ça, c'est un gros souci. Que pour la châtaigne ou en agriculture mais en particulier? En général, oui. Ouais.
Après, la plaine, tout ça, il y a eu, comment on appelle ça quand on... Le remembrement. Voilà. Voilà. Comme par exemple, là où se trouve Jean-Paul, tout ça, c'est vrai que là, vous avez vu, voilà, ils ont bénéficié parce que ça s'y prêtait. Mais nous, il n'y a ça a aucun intérêt. Pour le moment, parce que petit à petit, le cœur de la Corse va Le prendre problème, de la il est valeur là aussi, exactement. C'est vrai qu'il y a des maisons qui sont vendues beaucoup plus cher que ce que elle vaut. Ça c'est un gros souci. Et pour finir l'interview, j'aimerais bien reparler un peu de votre parcours. Vous êtes femme agricultrice en Corse, alors que vous n'étiez pas originaire de Corse à la base. Ça doit pas toujours être évident, non? Faut s'imposer. Oui, il faut s'imposer, mais je crois que c'est le problème de toutes les femmes. Mais c'est vrai qu'ici, c'est particulier, ça c'est sûr. Mais après, quand vous êtes à votre place, vous êtes à votre place. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui conteste votre légitimité, ça c'est sûr. Mais voilà, après, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 33 ans que l'entreprise, elle existe. Voilà. Et les débuts, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée sur l'exploitation familiale? Non, alors nous c'est une création. Ah oui. C'est une création, mais sur toute une connaissance familiale. Du côté de mon mari, on faisait de la farine. Alors après, il y a des exploitations qui, pour vivre, on faisait la farine pour vivre. Ça rentrait, il y avait le cochon, il y avait la chèvre, tout ça, mais il y avait longtemps, voilà. Mais après, une formation agricole, mais pas en castaniculture, en élevage, ce qu'il y avait, un lycée agricole. Et puis après, je me suis installée comme jeune agricultrice en 90-91. Ah, c'était pas facile, mais voilà, chef d'exploitation, parce qu'il faut savoir que la plupart des femmes dans le monde, et encore, maintenant, elles peuvent être collaboratrices, mais elles n'avaient pas de statut et elles travaillaient autant que leur mari. Hein. Ça, c'était... Que maintenant, bon, on peut être... voilà, c'était moi. Très bien. Ouais. Et du coup, après, vous n'avez plus voulu quitter la Corse? Non. Une fois qu'on y est, on la quitte plus. Voilà, on la quitte plus. Je pense que c'est quand on bosse, quand on fait voir ce qu'on vaut, il n'y a pas de souci, hein, on n'a pas de problème. Hein. Pas de problème. Maintenant, si vous venez ici ou n'importe où en terrain conquis, tout ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis l'insularité, c'est pas évident, l'insularité. Ouais. Vous êtes sur une île, elle n'est pas si grande que ça. Pas pareil. Et puis on voit tous les soucis qu'on a, parce qu'il y a énormément de soucis. Hein. Transport, on a des soucis de transport pour nos marchandises, pour faire venir. Combien de fois je veux commander un matériel, on me dit ni la Corse et les îles. Combien? Oui, parce que c'est pas beaucoup de travail pour... Non, c'est qu'ils ne livrent pas la Corse. Il y a des endroits, il y a des entreprises qui ne font pas la Corse. Eh bien, on apprend des choses. C'est vrai que nous, on n'est pas pourtant, trop concernés. On n'est pas loin. Oui, c'est on vrai. n'est pas loin nous, on est trop près du continent. Et du coup, vous êtes vraiment dans les montagnes. Oui. Et cette vie... en fait, quand même, on est monté pendant 40 minutes, c'est pour les auditeurs, d'une route de montagne. Et on traverse... Alors, votre boutique, on la voit super bien, vous avez très bien réussi. Vous y plaisez dans cette vie, vous régalez. Oui. Après, c'est magnifique. Hein. Oui. Après, bon, c'est une façon de vivre. Hein. Bon, après, on a tout ce qu'il faut, je veux dire... Puis maintenant, il y a Internet, tout ça. Donc, culturellement ou quoi, la Corse est quand même dotée de... On peut aller vite à Bastia, une chose et l'autre, il n'y a pas de souci. Les enfants, mes enfants ont été élevés ici. Ils sont allés à l'école rurale ici. Donc, Vos petites filles aussi. Mes petites filles aussi, elles y vont. Donc, il n'y a pas de souci ça. Voilà, non. Et du coup, vous avez du passage touristique qui s'arrête à votre énormément, boutique, qui est magnifique. À Felce. À Felce, voilà, c'est ça. Exactement. Moi, la chance que j'ai, c'est vrai que on est sur une route principale, hein, c'est départementale, hein, qui traverse toute la Corse. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent comme ça. D'abord parce qu'ils sont surpris, hein, ils n'ont rien vu, ils voient ça, ils se demandent pourquoi. Donc voilà. Et après, automatiquement, ça fait... les gens reviennent et passent le mot, une chose et l'autre. Voilà, donc la vente, elle se fait pratiquement là, l'été, l'hiver. Et après, on a aussi développé tout ce qui est le site internet avec tous mes produits, tout ça. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fière à vous d'être castanicultrice?
Ben, c'est le, c'est le fait de travailler la terre, de travailler le fruit. Et même si on n'est pas de la région, même si on n'est pas né à un endroit, on peut vraiment s'immerger et vraiment d'apprécier le produit et de l'emmener vraiment à ce qu'il faut. Ouais, et puis d'avoir un impact sur le territoire, là, Exactement. Ici, parce que vous façonnez le paysage. Exactement, c'est ça. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un truc pour nous, pour qu'on puisse étaler notre science la prochaine fois qu'on a des châtaignes cet hiver? Alors, il y a tout, on avait discuté, c'est qu'entre la différence d'une châtaigne et d'un marron. Alors déjà, je dis toujours que marron, c'est le fruit du marronnier d'Inde. Et ça, c'est pas comestible. Donc les marrons, on peut pas les manger en vrai. Voilà, exactement. Mais quand on dit marron, ça veut dire c'est une châtaigne auquel la deuxième peau, là, qui est très fine, dans la châtaigne, elle va rentrer dans le fruit, elle va strier, dans la châtaigne est striée. C'est les 3 trucs qu'on voit quand on ouvre une bogue. Voilà. Que l'autre, que le marron, il va être seul dans sa bogue. Et la châtaigne, la deuxième peau, elle est en périphérie du fruit. Quand vous en enlevez la deuxième pellicule, automatiquement, le fruit, il est nickel. Il est vraiment... Voilà. C'est ça, c'est qu'une question de pénétration de temps c'est le temps, ouais. Dans le fruit. D'accord. Du coup, quand on nous dit qu'on mange des marrons glacés, c'est une entourloupe. Le marron, on ne peut pas le manger, c'est une grosse châtaigne. Voilà, c'est une châtaigne. Voilà, c'est une grosseur châtaigne. Voilà. Okay. C'est une châtaigne. Comme quand vous dites crème de marron, tout ça, c'est de la confiture de châtaigne. Voilà. Très bien. Et on nous la fera plus maintenant quand cet hiver, sur le marché de Noël, on nous proposera des marrons glacés. Voilà. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter et surtout commander vos produits? Alors, c'est tout simplement sur aqualina.fr. Ok, Aqualina, A-C-Q-U-A. Voilà, aqualina.fr. On peut tout. Vous vendez quoi dessus? Tous mes produits, tous les biscuits, les gâteaux, les confitures. Voilà. Et vous livrez sur le continent? Voilà, on envoie par la poste. Chut. Très bien. Donc on peut commander partout en France. J'adore dire sur le continent comme si j'étais une locale. Exactement, voilà. Mais c'est partout en France. Exactement. Génial. Et bien mille merci pour votre accueil. Je me suis régalée. Bon après-midi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.